et en charge également de l'animation de la filière robotique et solutions autonomes régionales. Et on a choisi de faire témoigner des entreprises cet après-midi pour montrer le formidable terrain de jeu que l'Occitanie peut être en termes d'expérimentation et d'innovation pour l'agriculture, montrer le dynamisme d'entreprises innovantes et montrer aussi qu'elles ont, grâce à des soutiens publics pour leurs projets d'innovation, ce qu'elles ont permis de faire et les verrous qu'elles ont réussi à lever. On va commencer, il y a 6 témoignages prévus. La première entreprise qui va vous parler de son projet est l'entreprise Asolia. J'espère qu'elle est présente. Alors je l'invite à s'avancer. Il y a la présentation qui est affichée et on fait avancer les slides avec la... Mais ici on ne voit rien. Okay. Parfait. Bon, je vais m'avancer un petit peu. Je vous passe la parole. Parfait. Merci beaucoup et merci à tous d'être ici. Je vais essayer d'être interactif pour pas que vous vous endormiez trop après le repas. Donc effectivement, Asolia, je vais vous parler d'abord rapidement de l'entreprise qui on est et ensuite on va discuter du coup du projet qu'on a pu réaliser avec la région Occitanie qui nous aide depuis le début. Donc Asolia. À la base d'Asolia, en fait, on est parti d'un constat dans un contexte agricole qui est aujourd'hui de plus en plus compliqué, avec des enjeux économiques, environnementaux, réglementaires. Moi, je suis un des 3 cofondateurs d'Asolia et un de mes associés, Sébastien, qui est un agriculteur en polyculture élevage au sud de Toulouse. Il avait de plus en plus de difficultés à caler son assolement, à choisir les cultures qu'il allait implanter. Et donc, on a cherché s'il n'y avait pas des solutions digitales qui lui permettaient de rapidement trouver les meilleures cultures, les meilleurs enchaînements de cultures avec les rotations, avec une vision agronomique et économique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun outil qui permettait de faire ça. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on crée un outil qui va permettre aux agriculteurs et à leurs conseillers de pouvoir faire des choix éclairés dans la gestion de leur culture. Et donc, c'est là qu'on a créé Asolia. Donc, Asolia, en fait, c'est le premier planificateur d'assolement pluriannuel qui permet, comme je le disais, aux agriculteurs et à leurs conseillers de prendre des décisions éclairées sur le choix des cultures. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, on va venir d'un côté récupérer des données de l'exploitation pour comprendre comment la ferme fonctionne. Donc ça, on va récupérer typiquement le parcellaire de l'exploitation qui est déjà présent sur des outils de gestion parcellaire ou sur les déclarations PAC de l'agriculteur. Et ensuite, on va venir exploiter des bases de données agroéconomiques sur lesquelles on va faire tourner nos algorithmes d'optimisation sous contrainte. Et en fait, le but, c'est de pouvoir explorer tout le champ des possibles, tout ce que l'agriculteur peut faire et prendre en compte toutes les spécificités de son exploitation ainsi que les spécificités jusqu'à la parcelle. Typiquement, je prends l'exploitation de mon associé Sébastien, il a des bovins laits, il faut qu'il ait une certaine quantité de paille et d'ensilage produit par son assolement. Ça, c'est des infos qu'il met directement dans Asolia et Asolia va lui proposer des solutions d'assolement sur les 3 à 7 prochaines années qui maximisent sa marge tout en garantissant qu'il va pouvoir nourrir ses bêtes, répondre aux exigences réglementaires de la PAC et prendre en compte les spécificités de chacune de ces parcelles. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, nous on travaille beaucoup avec les coopératives, les négoces, les conseillers indépendants. En fait, ça nous permet de pouvoir agréger un grand nombre d'agriculteurs et aussi de capter en fait une double valeur, en plus de la valeur pour les agriculteurs d'augmentation de la marge brute, amélioration de la résilience face au changement climatique. En fait, pour les coopératives, ça leur permet aussi d'équiper leurs techniciens sur le terrain pour pouvoir mieux accompagner les agriculteurs et mieux placer certaines filières. Donc là, aujourd'hui, toutes les filières bas carbone, tous les labels HVE, le bio, ça permet en fait de pouvoir plus facilement faire se projeter l'agriculteur sur des nouvelles solutions. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on fait chez Asolia. Et donc voilà ce que je disais sur les gains. Effectivement, donc il y a un gain de temps. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil pour faire ça. Donc un agriculteur, quand il veut travailler ses rotations sur 4, 5, 6 ans parce qu'il veut les complexifier, en fait, il va passer des heures sur une feuille, au mieux sur un Excel, pour trouver les bons enchaînements de cultures. Nous, en fait, en 30 secondes, on va explorer des millions de scénarios et choisir les meilleurs. Sur la partie environnementale, un gain énorme sur la biodiversité parce qu'on va aller chercher à diversifier le système de culture.
soit sur les cultures principales, mais aussi l'ajout d'intercultures, et on va en parler tout à l'heure. Et donc ça permet de vraiment augmenter directement la biodiversité et en même temps de réduire les intrants. Comment est-ce qu'on réduit les intrants? Justement par la rotation, donc en faisant travailler des cultures ensemble, typiquement des légumineuses qui vont apporter de l'azote dans le sol pour être consommées par la culture suivante. Et donc ça, en fait, naturellement, on va arriver à réduire les intrants. Et le dernier point, il est plutôt économique, c'est qu'en optimisant du coup ces assolements et ces rotations, on arrive à optimiser les marges pour les agriculteurs de près de 10%. Donc maintenant, on va parler un peu plus du projet COSI. Donc le projet COSI, en fait, c'est un projet qu'on a monté avec la région Occitanie sur un financement BPI régionalisé. Et le but, c'était vraiment de venir améliorer l'outil Asolia. Donc aujourd'hui, on travaille quand même principalement, je disais, sur le choix des cultures principales. Et sur le terrain, on nous demande en fait de plus en plus de prendre en compte deux facteurs. D'un côté, les intercultures, d'arriver à prendre en compte toutes les valorisations possibles des intercultures ou des doubles cultures, et aussi prendre en compte le temps de travail. Le temps de travail, parce qu'on aura beau nous proposer les meilleurs scénarios d'assolement, si l'agriculteur, en fait, il ne peut pas les réaliser parce que ça provoque des pics de temps de travail trop importants, c'est des assolements qui ne seront pas réalisables. Donc c'est vraiment deux éléments qui étaient demandés sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous, on reste encore une start-up Asolia et on avait du mal à financer entièrement ce module. Et donc, on a travaillé avec la région pour trouver un financement pour cofinancer ces évolutions. Donc le but, il y avait des verrous à lever pour pouvoir implanter ces nouveaux modules. Donc d'abord, pouvoir trouver les bonnes métriques d'impact des couverts. Qu'est-ce qu'on va mesurer? J'en parlais tout à l'heure, les couverts, ça peut avoir des bénéfices sur l'apport en azote, mais il y a plein d'autres valorisations des couverts, des valorisations énergétiques, certains qui peuvent être collectés. Maintenant qu'on a commencé à en parler pas mal sur le terrain, on se rend compte qu'avec ce sujet interculture, typiquement dans le nord de la France, il y a beaucoup de sujets sur les doubles cultures, enchaîner deux cultures sur la même saison. Et donc là-dessus, comment est-ce qu'on va mesurer l'impact bénéfique des intercultures chez les agriculteurs? Ensuite, ça va être un gros verrou à lever sur la partie volume de données à traiter, parce que là où aujourd'hui on travaille sur les cultures principales, si on se met à mettre 2-3 cultures pendant la même saison, le nombre de combinaisons possibles d'enchaînement, il est exponentiel. Donc déjà, pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez une exploitation française typique, une quinzaine de parcelles, une dizaine de cultures accessibles, ça fait 150 choix à faire sur une année. Si vous travaillez des rotations sur 5 ans, le nombre de combinaisons possibles, c'est à peu près 75 millions de possibilités. Donc là, si maintenant on veut du coup traiter les intercultures ou des doubles cultures, ça augmente encore de manière exponentielle. Donc là, on va travailler en centaines de millions, voire milliards de possibilités de combinaisons. Donc ça nécessite d'améliorer nos algorithmes pour être capable d'avoir une puissance de calcul suffisante. On ne peut pas se permettre sur un outil terrain d'avoir des calculs qui tournent pendant 2 heures avant d'avoir un résultat. Il faut que les résultats ils sortent en quelques dizaines de secondes. Donc ça, c'est un gros verrou technique sur lequel on est en train de travailler. Et le dernier point, pour nous, il est sur justement la complexification de l'outil. Tous ces outils d'aide à la décision à destination des agriculteurs ou de leurs conseillers, on a un énorme enjeu qui est la facilité d'utilisation. On aura beau avoir les meilleurs outils, s'il faut 3 heures pour le paramétrer, personne ne va l'utiliser et ça va rester sur les bureaux, dans les sacoches des conseillers. Donc on a aussi ce verrou de trouver le bon équilibre entre robustesse des résultats et facilité d'utilisation. Et donc du coup, dans le projet COSI, il va falloir qu'on traite tous ces sujets. Donc on a commencé, on est à l'étape des cahiers des charges pour justement attaquer tous ces verrous-là, parce que c'est un gros sujet si on veut que ça arrive au bout. Donc je parlais tout à l'heure du coup des enjeux environnementaux typiquement autour des couverts. Là-dessus, c'est un des gros piliers de l'agriculture de régénération des sols. Quand je disais la partie du coup économie en azote, elle est super importante, mais on peut avoir aussi d'autres bénéfices, notamment sur la séquestration carbone. Tout le monde parle du carbone. Maintenant, il faut mettre des métriques dessus. S'il y a une filière qui se crée sur de la revente de crédit carbone, on la voit poindre
le bout de son nez. Maintenant, il faut que ça devienne une réalité pour les agriculteurs. Et nous, on veut à Solia, dans cette position de projection des exploitations dans le futur, de pouvoir prendre en compte aussi ces débouchés. Et au global, le but, c'est aussi de moins travailler les sols. Et donc ça a un bénéfice direct sur la limitation des gaz à effet de serre. Donc ça fait beaucoup de bénéfices potentiels des intercultures. Et maintenant, le but, c'est de les prendre en compte, trouver les bonnes métriques pour pouvoir du coup montrer aux agriculteurs tout l'intérêt d'aller vers ces pratiques-là. Et donc, pour nous, à Solia, il y a des impacts aussi importants. Un impact économique, aujourd'hui, c'est un vrai frein qu'on a sur le terrain. Le côté sur la prise en compte du temps de travail qui freine nos clients, typiquement coopératives, à aller vers la solution à Solia, en ayant peur que ce qu'on va proposer ne soit pas implémentable sur le terrain. Donc, nous, le projet COSI, en termes de retombées économiques, c'est potentiellement plus 30% de chiffre d'affaires. Ça nous permet aussi de maintenir de l'emploi en région, donc on est basé à Toulouse, donc avec 13 emplois, et de créer des nouveaux emplois sur le développement de ces modules logiciels et sur la partie commerciale et déploiement de la solution sur le terrain. Et enfin, ça nous permet aussi de nous ouvrir à de nouveaux partenaires. Donc on a déjà commencé à travailler typiquement avec l'Institut Terrinovia sur les couverts à base de légumineuses. On a déjà fait une première preuve de concept sur l'outil pour mesurer l'impact des légumineuses en couvert sur la rotation, et ça va nous permettre aussi d'aller taper des nouveaux clients pour nous, typiquement les semenciers. L'enjeu des semences d'interculture, c'est un gros sujet pour eux aussi, en France et à l'étranger, et donc ça va nous ouvrir à ces partenariats-là. Et enfin, du coup, ce sujet découvert, on n'est pas les seuls à les traiter, et on voit aujourd'hui beaucoup d'autres solutions AgTech complémentaires de ce qu'on fait chez Asolia qui traitent de ce sujet. Je pense à nos collègues d'Abellio par exemple, ou Maizy Farm sur la partie carbone. Donc ça va nous permettre aussi d'ouvrir des partenariats potentiels avec ces entreprises. Donc la conclusion, voilà, c'est le but de ce projet COSI, c'est vraiment de pouvoir proposer des solutions rapides et pertinentes pour la mise en œuvre des couverts végétaux avec une réelle considération du temps de travail qui pour nous, elle est indispensable à leur implémentation. Et si vous deviez retenir quelque chose sur Asolia, le but d'Asolia, c'est vraiment de pouvoir accélérer concrètement la transition agroécologique en cours de ferme en mettant vraiment le digital au service de l'agriculteur et de transformer ces idées de potentiel agronomique en euros pour les agriculteurs. Donc encore merci à la région qui nous a accompagnés dans ce projet, les équipes d'ADOC qui sont toujours là pour nous aider sur tous ces sujets, et on espère que ça pourra porter ses fruits sur le terrain et qu'on aura d'autres projets à faire ensemble. Merci beaucoup Rémi pour ce formidable projet et toutes les solutions que vous développez pour l'appui à l'assolement et à la stratégie de l'exploitation en fait. Je peux faire passer le micro dans la salle si certains d'entre vous ont des questions à poser. Des questions? Moi j'en avais une petite concernant la mesure des impacts environnementaux. Est-ce que vous avez collaboré avec des partenaires extérieurs à l'entreprise pour arriver à alimenter ces métriques dont vous parliez sur les aspects environnementaux notamment, impact sur la biodiversité, etc. Justement, on a un travail en cours avec Terrinovia sur l'impact, comme je parlais des couverts, sur le côté économie d'intrants avec l'azote. Et là aujourd'hui, on a un chantier en cours d'études d'impact sur cette partie biodiversité, parce que c'est toujours très compliqué à mesurer la biodiversité, surtout nous dans une position où on fait en fait du conseil, du prévisionnel. Donc comment est-ce qu'on peut mesurer cet impact-là? Et effectivement, là aujourd'hui, on est en train de se poser ces questions-là, comment on le mesure concrètement? Et on est tout à fait ouvert à des partenariats là-dessus. Avec des acteurs de la recherche peut-être, ou des parce que experts. tout seul, on va pas y arriver. Voilà, c'est un métier. C'est sur du long terme. C'est ça. Et donc là, on est preneur de pouvoir avoir plus de... Un futur projet. Totalement. Je regarde Monsieur le Maître. Des questions? Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas entendu. Bon, je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Et on va passer au témoignage suivant. Donc, changement de présentation. Parfait.
Donc, nous allons enchaîner avec un témoignage de Monsieur Labrif de la société Elatech, dont la présentation va s'afficher. Voilà. À vous. Ouais, c'est mieux avec un micro. Bonjour à tous. Je suis Emmanuel Labrif, fondateur de la société Elatech. Alors, Elatech est une PME implantée au nord du Gers, donc on est à 1 heure de Toulouse. Et à l'origine, l'idée de création de la société, c'était d'amener de la technologie dans le monde agricole, puisque je suis ingénieur et je viens de l'aéronautique et de la défense au départ. Et on a souhaité, mon souhait était d'amener beaucoup de choses dans le monde de l'agriculture. Et ça, c'était en 2011. Alors en 2011, il y avait beaucoup moins de technologie que maintenant. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Nos clients sont les producteurs de plantes aromatiques et tout ce qui est production de légumes. Et notre fil conducteur, c'est la réduction de la pénibilité du travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à remplacer les individus dans des opérations manuelles, mais on va chercher à aider les gens. Donc c'est un pas avant la robotique, mais ça n'empêche pas de demander quand même pas mal de technologies pour faire ça. Donc réduction de la pénibilité. Et puis finalement pour faire ça, on va faire quoi? On va transporter des personnes pour faire des opérations manuelles comme la plantation, ou transporter des charges et des récoltes pour éviter aux gens de pousser des brouettes toute la journée. Et finalement, on va intervenir aussi dans le désherbage mécanique et puis les machines de récolte. Voilà, on a plusieurs niveaux de machines, des machines très simples et traditionnelles et puis des machines plus sophistiquées. Au fil des années, on s'est spécialisé dans les automoteurs à propulsion électrique. Ça n'existait pas en 2011 dans le monde agricole. Et en cherchant à réduire la pénibilité du travail, on s'est vite aperçu que tout ce qui était les brouettes et les chariots, etc., il fallait les rendre électriques ou en tout cas automoteurs pour aider les gens. Alors automoteur thermique, ça existait déjà, mais avec le bagage technologique, nous on préférait aller vers de l'automoteur électrique. Et c'est comme ça qu'on a développé le premier engin électrique. Et à l'époque, c'était pas commun. Et cet automoteur-là était même le premier en Europe. On était en 2000, le premier prototype a été fait en 2016. Et ensuite, c'est là que la région est intervenue également, puisque ça a été notre petit coup d'accélérateur grâce à un financement d'innovation. On a pu concrétiser cette machine. Et puis lever beaucoup de verrous technologiques parce qu'il y avait beaucoup moins de composants et d'accessoires sur étagère qu'on en trouve aujourd'hui. Ça a permis de débroussailler pas mal de choses et puis de faire remarquer l'entreprise qui aujourd'hui dans le monde des maraîchers ou de la production légumière en France est quand même connue. On fait partie des 4-5 entreprises principales dans ce domaine-là, même si on est une toute petite PME, mais on est sur des marchés de niche. Et puis finalement le deuxième coup d'accélérateur suite à la création de ce produit a été l'obtention d'un soutien vis-à-vis du plan France Relance, comment on appelle ça, alors territoire d'industrie à l'époque, et puis s'est transformé en soutien à l'investissement industriel. Donc on avait déjà notre propre atelier, notre propre bureau d'études au sein de l'entreprise. Mais là, ça nous a permis de mécaniser et d'industrialiser un petit peu plus. Et on a pu acheter de nouvelles machines-outils et avoir un atelier plus conséquent. Donc aujourd'hui, on a 1300 mètres carrés d'atelier dans lequel on conçoit et on fabrique nos prototypes, nos machines en petite série ou les machines spécifiques qu'on fait sur mesure. Voilà, alors là c'est un exemple du premier automoteur électrique qui a été développé. On a développé toute une gamme et ce que je vous montre ici c'est les solutions qui aujourd'hui concrètement sur le terrain intéressent les gens, sont commercialisées et pour lesquelles on commence à avoir pas mal de recul et des échos de personnes qui nous disent moi je suis maraîcher, j'ai votre machine et ça a changé ma vie. Ça on l'entend régulièrement et on continue à œuvrer dans ce sens-là. Alors sur l'image à gauche pour vous, à droite plutôt, c'est un automoteur qui permet de transporter des personnes pour les travaux de plantation, de désherbage ou de récolte.
Donc les personnes sont à plat ventre et c'est un engin à propulsion électrique avec 2 roues motrices et les opérateurs sont transportés au-dessus des planches de culture. Donc là sur l'image, les 2 personnes qui sont sur la machine repiquent des salades. Et puis de l'autre côté, c'est un automoteur plus gros, plus performant, qui permet plus de polyvalence et il est équipé sur l'image d'un poste de plantation. Donc à titre d'exemple, pour donner quelques chiffres, en plantation avec le plus gros automoteur, une planche sur laquelle il fallait 1 heure de travail est plantée en 15 minutes par les 2 mêmes opérateurs. Et en repiquage de salade, les témoignages qu'on a aujourd'hui, à 2 personnes, c'est 15 000 salades repiquées par jour. Donc voilà, c'est des très très gros chiffres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces machines chez des maraîchers qui sont spécialisés uniquement dans la salade ou uniquement dans telle et telle culture. Et récemment, on a eu un témoignage sur une démonstration, une personne qui a une trentaine d'années, qui a le chariot, alors on appelle ça CAT, chariot d'assistance au travail, qui a le chariot depuis le début de l'année et qui a dit à tous ses confrères, depuis que j'ai cette machine, je peux avoir des loisirs après mon travail. Son travail était tellement difficile physiquement que le soir, quand il rentrait chez lui, il était trop fatigué pour faire quelque chose et là, ça a bien fait évoluer sa condition. Voilà notre objectif. Alors, ces machines-là, si on en parle, c'est parce que autant elles peuvent paraître simples et elles le sont dans leur utilisation, mais il y a de la technologie derrière, il y a de l'électronique, il y a de l'électricité, il y a de la mécanique. Donc, c'est quand même des machines sophistiquées. Alors, dans d'autres exemples, dans les machines précédentes, on transportait des personnes. Avec celle-là, on va aider les gens à transporter les récoltes. Donc, soit un porte-palox pour la cueillette des pommes dans les vergers, qui évite de 2 choses, soit le passage d'un tracteur dans le verger qui va abîmer le sol, soit de pousser des brouettes ou des chariots manuels. Donc c'est un automoteur électrique aussi, comme les 2 précédentes machines. Et avec un pupitre de commande, les gens vont déplacer la machine automatiquement ou manuellement. Et l'autre plateforme est destinée à la récolte de légumes de plein champ. Donc avec ça, on va passer à cheval au-dessus des cultures. Et les opérateurs vont couper, par exemple ici, les courgettes et les charger sur la plateforme. Actuellement, quand on récolte de la courgette, on passe pas avec le tracteur dans le champ parce que sinon on écrase les végétaux. Donc ils poussent des brouettes ou alors ils transportent des seaux. Et avec cette machine-là, on n'a plus à transporter de poids. Donc c'est un impact important sur la réduction des troubles musculo-squelettiques. Et un gain de temps aussi pour l'exploitant de la ferme. Voilà, alors bien sûr, comme c'est passionnant, ce métier de création de machines, tous les ans on consacre beaucoup de temps à la recherche et au développement de nouveaux prototypes. Alors voilà, il y a des projets en cours, on réinvestit en tout cas pas mal de nos gains là-dessus. Et notre idée c'est toujours du concret. L'objectif étant de mettre sur le terrain des machines opérationnelles. Nos clients sont des faiseurs, ils en ont besoin tous les jours. S'ils nous achètent une boîte électrique ou une plateforme, c'est vraiment pour s'en servir, c'est pas un gadget, c'est pas un jouet. Donc il faut que ce soit performant et fonctionnel. Et puis nous, on est aussi une PME, donc on vit de nos ventes, donc il faut des matériels qui plaisent, qui soient efficaces et que les gens achètent. Et ça se sait de bouche à oreille quand une machine fonctionne et forcément après on en va d'autres voisins. Voilà. Alors la présentation était assez courte, on ne va pas rentrer dans les détails, peut-être vous avez des questions plus particulières. Oui. Merci pour cette présentation. Moi j'ai une question, c'est si on a une exploitation où on a de l'arboriculture, de la viticulture, du maraîchage, est-ce qu'il y aurait une solution qui serait un petit peu passe-partout où on pourrait venir plugger entre guillemets des modules qui permettraient d'avoir un engin pour plusieurs possibilités? Hélas, non. Non, chaque corps de métier a ses spécificités et enjamber une planche de culture de courgettes demande 1,80 m d'empattement de la machine et une vigne à Saint-Émilion est très étroite et pentue. Voilà. Les spécificités techniques sont pas les mêmes.
Et puis il y a tout l'aspect sécurité qui entre en jeu dans la réalisation d'une machine et on est obligé quand même de la penser pour l'endroit où elle va être utilisée et de mettre en œuvre les niveaux de sécurité nécessaires pour ça. Et on ne fera pas la même chose avec une machine qui circule en transportant 200 kg dans un champ de courgettes qu'une machine dans la vigne qui serait dédiée peut-être à une autre opération. Ok. Et au niveau du prix, si vous avez une idée, un peu une fourchette Ouais. pour avoir une idée Oui, tout à fait. Ces machines doivent rester abordables et une boîte électrique professionnelle pour les maraîchers va commencer à 2500 € hors taxe et les plateformes c'est à peu près 9000 € hors taxe. Le plus gros porteur est à 20 000 €. Voilà. Et c'est pas le maraîchage est le métier le plus pauvre de l'agriculture entre guillemets. C'est pas là où les produits sont le plus valorisés, donc ils ont une capacité d'investissement qui est quand même limitée. Donc on a adapté nos produits à ce monde-là. Et puis la localisation de notre entreprise n'y est pas pour rien non plus. On est plutôt dans le Gers, dans un endroit où on n'a pas des charges fixes trop élevées. Donc ça match complètement avec l'écosystème. Ok. Et au niveau de la recharge? Oui, batterie lithium, donc ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui. Entre 2h30 pour les plus petites machines jusqu'à 4 heures pour les plus grosses. Et l'autonomie sur une boîte électrique, c'est plus d'une journée. Et sur un automoteur aussi, pour faire de la plantation, c'est plus d'une journée. Donc c'est pas, ces verrous-là ont été levés. Nos premières machines, après 2011, utilisaient des batteries plomb très lourdes, très contraignantes, avec énormément d'inconvénients. L'arrivée du lithium et le fait de pouvoir le proposer aux clients, parce que c'était financièrement possible et techniquement possible, a tout changé pour nous aussi. Merci. Voilà. D'autres questions? Bonjour, merci. Juste une question très simple. D'où viennent votre lithium dont vous venez juste de parler, s'il vous plaît? C'est une question intéressante. Le revendeur est français, les cellules probablement asiatiques. Donc ça, là, on n'a pas de... Il n'y a pas la traçabilité totale? Si, justement, ça a été quelque chose de compliqué de partir sur ces batteries-là, parce qu'au début, on a été les premiers dans ces machines agricoles à monter ce type de batterie, et aussi un de nos confrères toulousains qui fait de la robotique, puisqu'on a deux sociétés qui ont été créées en même temps et qui sont très proches. Donc on a fait le choix de partir sur ce fournisseur de manière à le fiabiliser et maîtriser un petit peu le SAV aussi, la qualité des produits. Et aujourd'hui, bon, il y a pas, c'est pas français, on n'a pas de cellules françaises, mais en tout cas, c'est quelque chose c'est des batteries qui sont distribuées par un distributeur français avec tous les services qui vont derrière et l'assurance aussi de quelque chose de pas dangereux. Ok. D'autres verrous à lever, par contre, qui resteraient sur ce type d'engin? Aujourd'hui, nos engins deviennent de plus en plus technologiques, c'est-à-dire qu'on va intégrer de plus en plus de systèmes d'assistance, caméras, capteurs, autoguidage, etc. Mais il faut fiabiliser ça, parce que nos agriculteurs sont freinés pour adopter les systèmes de peur que ça marche pas, ou qu'il y ait trop de contraintes, ou qu'il y ait du service après-vente, ou besoin de soutien. Quand on va sur une exploitation maraîchère, la majorité des machines qu'on croise, elles ont entre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça tourne toujours, et c'est fiable. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Votre PC portable, il faut qu'il fonctionne tous les jours. Vous ne seriez pas content si c'était un truc fait par des bricoleurs et que ça marche un jour sur 3. Là, c'est pareil. S'ils investissent dans une machine, c'est en vue d'un retour, d'améliorer leur productivité et ils comptent dessus. C'est très fréquent qu'on nous dise j'avais 10 personnes, j'ai pris 10 brouettes électriques. Mon objectif, c'est de garder mes 10 personnes, mais de produire 30% de plus. Si les machines ne marchent plus, le gars il se retrouve qu'avec 10 personnes et 30% de production en plus à gérer. Donc c'est une catastrophe. Eh oui. Si pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante qui, je crois,
et celle de Cirea et de Sonagri, donc une présentation à 2 voix pour un même projet. Merci beaucoup. On appelle un projet collaboratif. Merci beaucoup Emmanuel. Un seul micro, je peux le donner le mien. Oui, non, il n'y a pas de souci. Merci. Ok. Alors du coup, aujourd'hui, on est venu pour vous parler du projet Palfridoc pour protection agrivoltaïque des lianes fruitières d'Occitanie. Donc c'est un projet qui répond à un besoin de l'Occitanie qui est fort au niveau du défi face au changement climatique, parce que c'est une région qui est fortement impactée par les sécheresses, par les fortes pluies au moment de l'automne ou du début de printemps. Notamment la viticulture et l'arboriculture fruitière sont des cultures qui sont touchées. Donc nous, on a cherché à travers ce projet à trouver des solutions pour relever ce défi. Il y a aussi un autre point important qui est que le secteur énergétique en France cherche à se développer pour améliorer le bilan carbone et réduire l'impact de l'agriculture notamment sur le changement climatique. Et ce qu'on propose nous aujourd'hui, donc Sonagri, c'est des solutions d'agrivoltaïsme dynamique qui consistent à placer des panneaux photovoltaïques qui bougent sur tracker au-dessus des cultures et qui sont pilotés de façon intelligente suivant les besoins de la plante. Donc on a une production d'énergie qui est désoptimisée par rapport à ce qu'on peut voir sur des centrales solaires classiques, étant donné qu'on doit laisser passer plus de lumière pour la plante, parce que la volonté, c'est vraiment de protéger la culture et l'agriculture du changement climatique et de produire de l'énergie de façon secondaire. Et l'énergie ici est plus nécessaire pour financer la structure de protection plutôt que produire de l'énergie en elle-même. Donc le projet Palfridoc, son enjeu, c'est d'essayer de voir comment on peut adapter les lianes fruitières d'Occitanie, donc la vigne et le kiwi dans ce projet, face au changement climatique et aux aléas climatiques extrêmes, donc chaleur, sécheresse, grêle notamment. Donc vous voyez derrière, c'est un dispositif expérimental qui a été mis sur vigne. Donc c'est pas dans le cadre du projet Palfridoc. Là c'était une photo d'avant, parce que dans le projet Palfridoc, il est prévu de travailler donc sur des nouvelles structures avec des panneaux photovoltaïques bifaciaux, avec également des filets et des bâches qui seront automatiques et mis sous les panneaux pour être pilotés et protéger les cultures. Donc avec l'agrivoltaïsme de base dynamique tel que Sonagri le propose, sans parler même des filets pilotés qui sont rajoutés dans le cadre de ce projet, on a déjà démontré qu'il y avait une protection des cultures, une réduction de l'évapotranspiration et en moyenne 20% de réduction d'utilisation d'eau d'irrigation. Ça peut aller jusqu'à 60% sur certaines cultures et certaines régions. Et on a aussi une diminution des risques maladies et une meilleure qualité des produits. Donc ce qu'on cherche à faire dans ce projet, c'est de regarder dans quelle mesure, avec les filets pilotés en synergie avec le pilotage des panneaux, on peut piloter l'ombrage et protéger encore davantage pour améliorer encore davantage la production agricole. Et pour ça, donc on a la structure agrivoltaïque dynamique sur laquelle on va rajouter des filets par agrêle qui seront mobiles et pilotés automatiquement. Mais pour ça, on a besoin de beaucoup de capteurs, d'un réseau de communication entre ces capteurs qui nous permettent de suivre la température, l'évapotranspiration, les besoins de la plante pour piloter au mieux les panneaux en temps réel infrajournalier, de façon à pouvoir bouger les panneaux vraiment selon les besoins de la plante. Et c'est là que Cirea rentre en jeu. C'est un projet collaboratif qui a été financé sur un IDEMO. La région Occitanie a été partie prenante dans ce financement. Et c'est un projet qui vient juste de commencer. Donc là, on a déjà un dispositif expérimental qui a été construit à Rodillan, à côté de Nîmes,
sur vigne, et le dispositif sur kiwi va être construit au courant du mois de février à Castel-Sarrazin, donc sur kiwi. Donc là, je vais laisser la parole à Cirea, qui fait partie du coup du consortium. C'est un consortium donc avec Sonagri, Cirea, l'IFV pour la partie viticulture, les chambres d'agriculture du Gard et du Tarn-et-Garonne qui vont faire tous les suivis agronomiques de l'impact de la solution sur les cultures. On a aussi le bureau interprofessionnel du kiwi qui est basé à Toulouse, qui fait partie du projet et qui va encadrer une thèse sur le kiwi et l'impact que peut avoir l'agrivoltaïsme dynamique sur le kiwi. Et du coup, donc avec un financement sur France 2030 IDEMO régionalisé et avec BPI et la région. Donc je laisse Sébastien parler pour Cirea. Merci. Bonjour à tous, donc Sébastien Vergne, je prends le relais de Bruno Bouteille qui était annoncé, qui est le patron et fondateur de Cirea. Il a un empêchement, je prends le relais. Cirea, rapidement, c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans, fondée par Bruno Bouteille et qui est encore son dirigeant. Notre métier historique, c'est la création et la fabrication d'automates. Et on a ensuite évolué vers la mise en place de ces automates sur toute la partie électricité industrielle et une orientation énergie renouvelable avec la fabrication de systèmes de pilotage et de stockage de l'énergie. C'est à travers ça qu'on s'est retrouvé dans ce projet, puisqu'on a créé une centrale qui a permis de récupérer la totalité des données des différents capteurs et surtout d'aller récupérer le mode de communication de chaque capteur pour les intégrer ensuite sur une partie hébergée chez nous et grâce à tout ce qui est horodatage et classement des données, en avoir une lecture fiable et simple. Donc, la mise en place du réseau des capteurs connectés sur les parcelles, vignes et kiwi, comme ça vous a été expliqué. Un gros boulot de synchronisation et de communication, puisque chaque capteur communique avec la centrale. Et nos automates qui sont au cœur de la centrale vont avoir comme rôle d'impulser une demande pour récupérer la prise de données. Voilà schématiquement comment cela fonctionne. Avec forcément des automates qui sont adaptés au monde agricole et aux conditions dans lesquelles ils sont posés. Ça peut être très chaud, ça peut être très froid, résistant à l'humidité, etc. Voilà à quoi ressemble un des capteurs, puisqu'en fait il y en a deux types différents qui sont chargés de créer le réseau de communication. L'acquisition des données est basée sur le contrôle spécialisé. On agit localement et on travaille sur les flux de données pour les récupérer. On assure l'acquisition des données de façon fiable et régulière et cette capacité à travailler en multicapteurs, bien qu'ils aient des techniques de communication différentes les uns des autres. On est installé, c'est très schématique, mais vous pouvez faire le parallèle avec ce que vous avez vu précédemment, on est installé au cœur de l'installation et du réseau de capteurs, avec un objectif qui est d'être le moins énergivore possible, puisque le but n'est pas d'aller recréer de la consommation. Hop. Je crois que je vous ai... J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Ah, c'est bon. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce projet, ce principe. Oui. Bonjour, le projet c'est vraiment intéressant, surtout le panneau solaire. De notre côté, parce que nous on travaille sur la viticulture, on veut bien savoir que vous avez déjà déployé sur la chambre de vigne, juste pour le test ou déjà, voilà, c'est vraiment le projet et ça démarre, déroulement. Et puis, je veux savoir encore un petit, désolé, mais un petit en détail, parce que les panneaux solaires, parfois, ça nous impacte beaucoup, ça nous empêche pour le traitement avec les outils automatiques comme les tracteurs et les outils comme le pulvérisateur, etc. Comment vous réalisez pour Oui. ce genre? Alors du coup, sur la viticulture, c'est notre culture phare sur laquelle on a commencé. Donc on a déjà des projets commerciaux qui existent.
Donc c'est le premier modèle qu'on a développé parce qu'on développe des modèles de croissance des cultures pour nous aider à comprendre les besoins de la plante pour après pouvoir piloter les panneaux pour lui apporter la luminosité dont elle a besoin. Donc sur la vigne, on a encore de la recherche parce que forcément on se rend compte qu'il y a des modifications au niveau du cépage, qu'il y a aussi des questions au niveau du sol, au niveau de l'irrigation. Donc il y a encore beaucoup de questions qui sont présentes. Mais on a des projets commerciaux. Aujourd'hui, sur la totalité de nos projets, on a 34 projets et il y a plus de la moitié qui sont en viticulture. Et c'est des projets qui font entre 3 et 5 hectares chez des viticulteurs. Et le fonctionnement en fait de Sonagri, c'est qu'il y a le viticulteur qui a un besoin de protection. Il y a une société de projet qui est montée pour investir dans la structure, qui va revendre l'énergie et qui va pouvoir faire avoir un retour sur investissement sur sa structure. Mais nous, comme j'expliquais tout à l'heure, on désoptimise la production électrique. Ça veut dire qu'on ne va pas toujours traquer le soleil pour produire à fond de l'énergie. On va utiliser les panneaux pour apporter l'ombrage nécessaire ou la lumière nécessaire. Donc c'est possible qu'à des moments précis, on apporte plus de lumière et qu'on désoptimise l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est contractualisé dès le début quand on est sur les produits commerciaux. De façon à ce que le vendeur d'énergie il soit au fait dès le départ qu'il produira moins au profit de la culture pour l'agriculteur. D'accord, Voilà. d'accord, je comprends. Et la deuxième question, voilà, le passage des tracteurs. Ça, du coup, les tracteurs, on a des structures qui vont entre 5 et 7 mètres de haut, avec des entraxes qui peuvent aller jusqu'à 12 mètres. Donc, c'est prévu pour que les tracteurs puissent passer. Et après, au niveau des produits qui peuvent être utilisés en phytosanitaire ou choses comme ça, qui pourraient dégrader les panneaux, on a la possibilité de positionner les panneaux dans des positions qui font qu'ils peuvent être soit complètement verticales, soit horizontales, soit de côté. Et ça permet qu'on n'ait pas ce souci, en fait, de nettoyage ou de difficultés par rapport aux phytosanitaires. D'accord. Voilà. Bonjour. J'aurais 3 questions, s'il vous plaît. La première, c'est par rapport à cette très jolie expression de bien-être végétal. Est-ce que vous pourriez peut-être nous définir rapidement ou nous renvoyer vers des ouvrages pour qu'on puisse faire des recherches dessus? Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était, vous avez parlé de pilotage des structures agrivoltaïques dynamiques. Alors, la question, c'est qui pilote? Et troisième question, est-ce qu'il y a un effet indirect sur le bien-être animal des insectes en particulier? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans la réalisation de votre projet ou pas? Voilà, merci beaucoup. Merci d'avance. Je vais répondre à toutes les questions. La première question. Bien-être végétal. Je suis désolée, j'ai du mal. Non, mais j'essaye de. Je suis là pour vous. Donc, le bien-être végétal, nous, ce qu'on regarde, c'est le stress thermique, le stress hydrique et également donc la croissance en elle-même et la capacité à faire la photosynthèse. Donc ça, c'est vraiment les 4 points qu'on va suivre. Donc pour cela, on a des capteurs qui sont présents au sein de la parcelle qui vont nous permettre de savoir. Donc on fait des mesures aussi en R&D parce qu'on a vraiment 2 fonctionnements différents sur les sites de R&D et les sites commerciaux. Grâce aux sites de démonstration et les sites expérimentaux, on a des capteurs partout qui nous permettent de suivre et de capter un peu les informations des besoins de la plante. Donc on fait des mesures au midi solaire pour savoir justement si elle est en stress thermique ou en stress hydrique. Et après au niveau de la croissance, on a des suivis de taille de bois, de taille de tige, de vigueur. Et aussi au niveau de la photosynthèse, on est capable de savoir si les stomates sont ouverts ou s'ils sont fermés. Et on a aussi la possibilité, quand on a fini, enfin, on a certains pieds qu'on va condamner, on va dire, en prenant des bois de taille et des systèmes racinaires pour regarder aussi l'assimilation et la façon dont le carbone est assimilé dans les racines pour voir si les réserves sont bien faites parce que c'est des plantes pérennes, notamment en viticulture et en arboriculture. Et c'est important de voir que c'est pas sur une année et que l'impact qu'on peut avoir sur ces plantes va s'étendre sur plusieurs années. Donc ça, c'est des choses qu'on suit sur nos différents projets. Et ça fait 15 ans qu'on fait de la R&D sur ces questions, donc on commence à avoir des sites qui ont vécu sous agrivoltaïsme. Donc ça, c'était la première question.
Le pilotage du dynamisme. Voilà. Le pilotage, du coup, c'est Sonagri qui pilote. Donc, en fait, nous, dans le modèle économique tripartite que j'expliquais tout à l'heure, donc il y a l'agriculteur, il y a la SPV, donc la société de projet qui est plus sur le côté énergie, et nous, on est tiers de confiance. On a l'agriculteur qui vient nous voir avec un problème, qui nous dit qu'il a cette plante dans cette région et qui a un problème avec le changement climatique. Donc nous, on va voir avec lui quelles sont ses pratiques culturelles, comment il fonctionne, et en fonction de ça, on va regarder la façon dont on va piloter les panneaux pour apporter l'ombrage et la lumière nécessaire. À ce moment-là, on va définir une sorte d'enveloppe de passage de lumière, d'effacement, on appelle ça, qui va désoptimiser. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir dire à la SPV en disant, nous, on sait que dans l'année, on va enlever 25 ou 30% ou 20% en fonction de la plante, en fonction de la région, de production d'énergie au profit de la plante, parce qu'on sait depuis nos recherches que c'est ce dont la plante a besoin. Et donc, c'est quelque chose qu'on contractualise. Et après, nous, avec cette enveloppe, suivant la température, suivant la météo, suivant le stade phénologique de la plante, on va pouvoir jouer avec les panneaux, les installer, les faire automatiquement. Il y a un algorithme qui va tourner pour les installer et apporter la lumière quand il faut, tout en gardant à l'esprit de rester dans le pourcentage pour qu'il y ait quand même une production comme on l'avait voulu au départ par rapport à la SPV. Mais nous, on est complètement en tiers de confiance. On n'est pas du tout ni avec l'agriculteur, ni dans la SPV. On n'est pas actionnaire du tout. C'est vraiment le pilotage qu'on fait du pilotage. C'est notre cœur de métier. Et il y avait une question sur les insectes présents. Voilà, donc les insectes présents, on a des études sur la biodiversité, sur les insectes pollinisateurs, sur aussi les chauves-souris, sur les oiseaux, sur le sol et la vie du sol. C'est des choses qu'on suit au niveau de la R&D sur tous nos sites pour justement vérifier qu'on n'a pas d'impact négatif. Et voire même avec le microclimat qu'on arrive à mettre en place, on s'est rendu compte qu'on avait même des impacts positifs sur cette biodiversité parce qu'on a apporté un microclimat intéressant. Très bien. Il a levé juste avant le bras, mais j'arrive. Merci. C'est pour savoir le prix en global de cette installation, à combien ça peut coûter? Alors ça va dépendre de l'endroit où on est, du type de culture, parce que suivant l'interrang, suivant la hauteur, suivant les pratiques agricoles, on va s'adapter aux besoins de l'agriculteur. Et du coup, ça peut aller entre 800 000 euros à 1 million d'euros l'hectare. Et ça, c'est pris en charge par la société de projet qui va payer la structure et qui va se rembourser, entre guillemets, sur une vingtaine d'années avec la vente de l'énergie. D'accord, c'est-à-dire que la taille, c'est variable. C'est-à-dire que, enfin, on peut... La taille, en fait, pour être rentable, ça dépend des régions, mais dans la région Occitanie, il faut qu'on ait au moins 2 hectares pour être rentable pour la SPV, parce que sinon, ils vont être... il y a quand même des coûts fixes qui font qu'il faut avoir un minimum dans la région Occitanie de 2 hectares pour être rentable économiquement parlant. Ok, merci. Et j'avais une question, est-ce que vous saurez à peu près combien ça produirait d'énergie? Oui, alors le fait de désoptimiser, si on part sur une centrale classique au sol, on est à peu près à 1 MW par hectare. Sur nos structures, on est plus autour de 0,7, 0,8 suivant les régions. Donc on a à peu près 20% de perte de production d'énergie. Une moyenne. En moyenne. Très bien. Et ça inspire beaucoup de questionnements. Ça fait plaisir, je suis pas venue pour rien. Est-ce que la structure du photovoltaïque est fixée sur des fondations en béton? Non. D'accord. On est sur des pieux battus. Des pieds? Des pieux battus. D'accord. C'est une machine qui vient mettre dans le sol. À quelle profondeur? On descend jusqu'à 1,50 m, je crois. Donc aucun risque avec le vent C'est calculé par des bureaux d'études suivant le sol. En fait, il y a des études de sol qui sont faites avant et du coup, suivant les lieux, ça peut être jusqu'à 2 mètres et 80 cm. Ça dépend c'est le bureau d'études qui fait les calculs de force en fonction de la météo, du vent et de ce que la structure va pouvoir rencontrer dans sa vie. Parce que la structure est mise pour 30 ans. Et pour ce qui est de la production d'énergie que l'exploitant vend à EDF, est-ce qu'il y a un loyer qui est reversé à l'exploitant agricole? Alors jusqu'à maintenant, on était contre
parce que nous, ce qu'on veut, c'est protéger l'agriculture et on voulait pas que donner des loyers mirobolants qui fassent que finalement l'agriculteur se retrouve à avoir plus d'intérêt à faire de l'énergie plutôt que de faire de l'agriculture. Mais le marché veut qu'aujourd'hui, on est un peu confronté à beaucoup de concurrents qui fonctionnent comme ça. Donc on est parti du principe qu'on donnait un petit loyer, mais qui n'a rien à voir et qui ne remplacera jamais On est plus autour de 2 000 €, 3 000 € par hectare maximum. D'accord. Ok. Voilà. Bon, les cultures, vignes. On est sur toutes les cultures. Ouais, j'ai eu l'occasion de visiter une installation dans l'Aude où il y avait des grenadiers. C'est pas nous. D'accord. Mais on peut faire la grenade, mais on n'en a pas encore en commercial. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci à nos deux intervenants pour cette présentation. Et nous allons maintenant passer le flambeau à la société Terranis. Madame Baudru, qui est là. Ensuite, il y aura encore 2 témoignages, donc restez avec nous. C'est surtout à chaque fois des sujets très différents. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je viens vous parler solutions innovantes et agriculture de précision. Donc moi, je travaille au sein de Terranis. Donc Terranis, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 et qui propose des services de géoinformation qui sont basés sur l'observation de la Terre. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser principalement de la donnée satellitaire que l'on va croiser avec d'autres sources de données, comme des données météorologiques, des données parcellaires. Et tout ça va nous permettre de proposer des solutions et des outils dans divers domaines d'activité. Donc vous avez tout un premier domaine qui concerne la viticulture de précision. Donc pour vulgariser, on va regarder tout ce qui va être vigueur et hétérogénéité au sein des parcelles de viticulture, au sein des vignobles, par satellite. Et donc dans le cadre de la viticulture, on travaille notamment avec l'ICV, donc l'Institut coopératif du vin qui est basé à Montpellier. On a tout un autre segment d'activité qui concerne la partie environnementale et gestion des territoires, où on a une solution qui permet de dresser un portrait des territoires en regardant l'artificialisation des sols, la végétation urbaine, la climatologie urbaine, l'identification des îlots de chaleur, et ce à destination des collectivités locales et des personnes en charge de l'aménagement du territoire. Une autre partie un peu plus anecdotique concernant la viticulture, pour caractériser les essences et cartographier les surfaces brûlées après incendie. Et ce dont je viens vous parler aujourd'hui concerne précisément l'agriculture de précision. Donc en agriculture, on a toute une offre de services qui s'appelle Pixagri. Donc Pixagri regroupe en fait plusieurs outils d'aide à la décision. Comment ? Merci. Donc, en agriculture de précision, nous avons toute une offre de services qui s'appelle Pixagri et qui recouvre plusieurs outils d'aide à la décision. Donc, je suis venue vous parler de ça aujourd'hui parce que si cette offre de services, elle existe, Pixagri, notamment Pixagri Irrigation pour le pilotage de l'irrigation et Pixagri Couvert pour le suivi des cultures intermédiaires, c'est grâce à la synergie d'expertise avec d'autres entreprises que Terranis, comme des laboratoires de recherche, donc par exemple le CESBio, et au soutien sans faille de la région Occitanie dans le cadre de ces projets. Donc vous pouvez changer la diapositive, merci. Donc on a déjà un premier service qui s'appelle Pixagri Irrigation. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est de fournir aux agriculteurs, aux techniciens, une recommandation d'irrigation en millimètres à apporter sur leur parcelle en cas de stress hydrique. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne simplement sur base d'un modèle de bilan hydrique, donc qui va calculer chaque jour les entrées en eau, donc c'est-à-dire les pluies et les irrigations, et les sorties en eau, donc tout ce qui va être transpiration et évapotranspiration. Et on va pouvoir dire, là, il y a un problème, il y a un stress hydrique, donc il va falloir aller irriguer, et on va dire à l'agriculteur où il faut aller irriguer, en quelle quantité.
Ce modèle de bilan hydrique, c'est le modèle de la FAO 56 qui est très connu dans le milieu. Et la grande innovation qui a été apportée par un laboratoire de recherche, donc le CESBio, en région Occitanie, c'est d'avoir conjugué à ce modèle agrométéo de bilan hydrique l'imagerie satellitaire pour estimer directement l'évapotranspiration de la culture. Donc on va directement l'estimer par satellite. Donc pourquoi je vous parle de ce modèle du CESBio et de ses acteurs en Occitanie? C'est parce qu'en mars 2019, il y a eu un transfert technologique de ce modèle de bilan hydrique couplé à l'image satellite. Donc c'est l'outil SATIR. Donc il y a eu un transfert technologique du laboratoire CESBio à Terranis. Et donc Terranis peut exploiter ce modèle, a commercialisé la solution Pixagri Innovation depuis 2021 et on la propose à des coopératives agricoles, des négoces, des agro-industriels depuis 2021. Essentiellement sur maïs, mais on travaille aussi sur plein de nouvelles cultures. Donc on travaille notamment avec Euralis comme grande coopérative agricole sur ce projet innovant Pixagri. Un autre projet innovant qui a été permis par le financement de la région Occitanie, c'est Pixagri Couvert, donc originellement qui s'appelait CoverSat. Et donc CoverSat, c'est un projet qui a été lauréat Ridinov de la région Occitanie, en collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, le CESBio et la coopérative Euralis. Le but de ce projet-là, c'est de pouvoir estimer la biomasse des couverts végétaux, donc des cultures intermédiaires, directement par satellite, sans avoir à réaliser des prélèvements de biomasse sur le terrain, parce que les prélèvements de biomasse sur le terrain sont quand même très lourds, chronophages, ça demande du temps. Donc si le satellite peut nous apporter une vision exhaustive, ça peut peut-être aussi aider à changer ce paradigme qui fait qu'aujourd'hui un couvert c'est quand même encore considéré comme une contrainte parce qu'il faut pouvoir implanter le couvert, il faut l'entretenir, il faut ensuite le détruire, il y a beaucoup de coûts. Donc on aimerait changer ce paradigme et faire en sorte que le couvert, montrer en tout cas que le couvert présente des bénéfices agronomiques, écologiques et aussi économiques aux agriculteurs. Donc l'idée du projet Ridinov avec la région Occitanie, ça a été d'estimer la biomasse des couverts par satellite. Grâce à la région Occitanie, on a pu mener 2 grandes campagnes de validation terrain. Donc on est allé chercher de la donnée sur le terrain, des pesées de biomasse. Ces pesées de biomasse nous ont permis de calibrer des modèles satellites. Et ensuite, la biomasse que l'on va pouvoir estimer par satellite est injectée dans la méthode MERCI. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode très connue. Donc, c'est la méthode d'estimation des restitutions pour les cultures intermédiaires. Et grâce à cette méthode, on peut aussi, en plus de la biomasse, estimer les quantités de magnésium, de phosphore, d'azote qui vont être restituées au sol par les couverts végétaux. Voilà. Je voulais aussi mentionner de manière un peu plus anecdotique ce petit projet parce qu'il y a des acteurs aussi en région Occitanie qui soutiennent Terranis dans ce projet. Je ne sais pas si Farmstar, ça vous parle. Farmstar qui a été développé par Airbus pour le pilotage de la fertilisation azotée. Et en fait, Terranis a le mandat de pouvoir adapter l'offre Farmstar d'Airbus hors France, donc notamment dans les pays d'Europe de l'Est, pour le pilotage de la fertilisation azotée. Donc on essaie de travailler sur les modèles et de l'adapter aux diverses conditions climatiques, conditions pédoclimatiques, notamment en Roumanie et en Pologne. Donc c'est un projet sur lequel on travaille avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, et donc Airbus et la société Artal. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. J'ai une question parce que vous parliez du coup pour Pixagri Irrigation, que c'était essentiellement sur maïs, mais aussi sur d'autres cultures. Vous êtes que sur des grandes cultures ou est-ce que vous avez la possibilité de regarder les cultures pérennes? C'est une très bonne question. Pourquoi le maïs déjà du fait de l'ancrage essentiellement sud-ouest au début, et puis toutes les coopératives qui ont beaucoup de maïs, que ce soit du maïs semence, du maïs doux, du maïs grain.
Et quand je dis qu'on travaille sur d'autres cultures, on essaie de s'étendre aux cultures légumières autres que maïs doux. Donc ça va être petits pois, haricots verts, mais ça reste grande culture surtout. On travaille quand même en viticulture à pouvoir regarder le stress hydrique. C'est quelque chose qu'on essaie de proposer, mais à chaque fois, il faut une calibration du modèle satellite. Ça, c'est très important. C'est impossible de proposer une solution générique parce que chaque culture va différencier, même au sein de chaque variété, ça va changer. Ça, c'est très important de calibrer à chaque fois le modèle. Et justement, par rapport à ça, quelle est la plus-value entre une mesure de chambre à pression sur le terrain et la mesure satellitaire? Je dirais déjà un gain de temps quand même. Et l'idée du satellite, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est vraiment complémentaire avec l'expertise métier, l'expertise terrain. Ça ne se substitue pas à tout ce qui va être expertise agronomique, mais ça apporte une vision exhaustive et une vision plus large à la parcelle. C'est une sorte de complément, si vous voulez. Okay. Merci. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de questions. Hein. C'est peut-être lié. Bonjour. J'ai une question sur l'agriculture précision. En fait, que vous parlez beaucoup sur les mesures satellites, etc. D'abord, je veux savoir, ces satellites, c'est vous qui louez ou c'est votre satellite pour mesure? Parce que chaque fois, ça change, ça donne une calibration différente. Après, c'est aussi sur la cartographie. Parce que maintenant, il y a plein d'entreprises. Chaque entreprise qui déploie la carte différente. Et du coup, la localisation, c'est complètement différent. Là, on ne peut pas utiliser pour l'autre. Du coup, vous avez donné des décisions pour faire l'irrigation, etc., faire fertiliser, etc. Mais vous déployez aussi des outils qui sont synchronisés avec la position satellite, etc., ou c'est d'autres options, comment on gère. Voilà. Parce que sinon, avec la position GPS différente, on ne peut pas trouver la précision. On a toujours un écart, etc. Et c'est mort. Voilà. Et voilà. Merci. Pour la première question sur les satellites, donc déjà, les images satellites qu'on utilise, c'est une donnée d'entrée. C'est pas quelque chose qu'on va fournir. Nous, on va s'en servir comme donnée dans nos OAD, dans nos outils d'aide à la décision. C'est une donnée brute. L'image satellite qu'on utilise, donc nous, c'est pas nos satellites. Aujourd'hui, il y a des satellites européens qui existent. Le satellite, en l'occurrence, qu'on utilise, je vais rentrer un peu dans la technique, mais c'est Sentinel-2. Donc, c'est un satellite optique et donc qui fait partie du programme Copernicus européen. Donc, pour vulgariser très, très grossièrement, mais il y a deux grandes catégories. Disons, il y a les satellites optiques qui vont être sujets à la couverture nuageuse. Ça, c'est vrai que ça peut être une grande limite, ça peut être un frein. Donc, c'est comme si on prenait une photo avec un smartphone au-dessus des nuages. Malheureusement, s'il y a des nuages, ça va aussi les prendre en compte sur la cartographie. Et l'autre catégorie, donc radar, là, on n'est pas sujet à la couverture nuageuse. Donc, c'est pas nos satellites, c'est des satellites européens. Donc, les images sont gratuites. Après, il faut valoriser les données brutes, il faut les traiter, il faut les interpréter. Mais vous avez raison, il y a des satellites, des constellations privées, type d'autres satellites, Spot, Pléiade, d'Airbus par exemple, et là la donnée va être payante, donc ça n'aura pas le même coût dans le service. Et après, par rapport à la localisation, aux cartographies, nous on va tenir compte des données parcellaires, donc des contours des parcelles, de leur localisation. C'est des choses qu'on va demander aux agriculteurs, aux techniciens. Et donc tout ça, après, on cumule ces données parcellaires avec les images satellites, par exemple pour l'irrigation, pour estimer l'évapotranspiration de la culture, ou les couverts, estimer la biomasse. On peut aussi utiliser des données météo, par exemple on peut se connecter aux stations météo des agriculteurs qui sont connectés, et donc pour fournir l'OAD. Donc vraiment ce que vous avez entre les mains, c'est le service, donc c'est-à-dire la plateforme web où il y aura la recommandation d'irrigation, ou l'estimation de la biomasse et de l'azote pour les cultures intermédiaires. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision sur interface web, et il y a aussi une petite application mobile. C'est ça le service. Je ne sais pas si ça répond.
J'ai une autre question parce que c'est des services qui pourraient nous intéresser, nous, chez Sanagri. Mais on a déjà, nous, une problématique que sous la structure, quand on veut faire passer des machines pour planter qui passent par GPS, on a eu des soucis. Parce que forcément, ça fait un peu cage de Faraday et on n'arrive pas à avoir le signal. Donc, on a commencé à travailler sur ces questions-là au niveau R&D pour démultiplier les signaux et pouvoir faire passer des GPS. Mais est-ce qu'une solution satellitaire pour faire le suivi justement de la pousse, de la vigueur, du stress hydrique, si nos panneaux bougent, dans quelle mesure il faudrait qu'ils laissent passer la lumière pour pouvoir laisser passer le signal satellitaire? Dans quelle mesure ce serait possible en fait d'utiliser ce type de techno sur notre techno? J'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de nuages et que c'est pas sous serre, c'est quelque chose qu'on peut envisager de faire. C'est la grande limite, ça va être la couverture nuageuse. Sinon, tout ce qui est suivi de la vigueur, c'est vraiment des choses qu'on fait en grande culture. Par exemple, on travaille avec 2 semenciers. Eux, ça les intéresse beaucoup dans la prévision de rendement. Donc attention, le satellite ne permet pas d'estimer le rendement, les images satellites, mais ça peut être une aide pour voir les zones qui décrochent au sein de parcelles agricoles, puisqu'il va y avoir des zones plus ou moins vigoureuses. Bon, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à la société Tariquet pour le projet suivant. Monsieur Luang. Si vous passez les diapos avant. Ah, d'accord, avant l'appareil. Non. C'est bon. Ah. C'est toujours long. C'est normal. Je sais pas. Ouais. Faut appuyer fort. D'accord. Bonjour à toutes et à toutes. Dans le cadre de projets innovants financés par la région Occitanie, nous, domaine Tariquet, on n'est pas comme les autres témoignent, on est utilisateurs. Nous, on a intégré le système innovant pour créer un système qui s'appelle Smart Farming, qui va nous aider à changer un peu la culture traditionnelle vers la culture moderne en utilisant tous les systèmes, technologie artificielle intelligente. D'abord, notre domaine Tariquet se situe à Eauze, c'est la capitale de base d'Armagnac. Si vous connaissez, si vous connaissez pas, donc n'hésitez pas à chercher sur l'internet, etc. Voilà. Du coup, avec le système qui s'appelle Smart Farming, qui nous aide à surveiller notre état de vigne, et après avec le système OAD comme la aide à décision précision, nous on fait des traitements plus précis avec la modélisation de doses plus précis. Voilà. Du coup, pour construire le système, nous on a besoin d'un système GPS, les internets, une console qui déployait tous les outils comme le pulvérisateur, le désherbage, rogneux, etc. Les caméras qui nous aident à surveiller l'état de vigne quasiment le 24/24. Surtout, on ne dit pas 24/24, ça dépend de l'autonomie de batterie aussi. Voilà, donc c'est à 8 heures par jour, ça marche. Et puis on a des stations météo qui nous prédire quasiment dans quelle zone on a eu quelle maladie, dans aussi le météo, humidité, etc. Et notre propre base de données qui construit tout. Du coup, le système Smart Farming, nous on utilise maintenant, on déploie sur les 6 secteurs pour utiliser le 240 hectares seulement. Allez, hop. La flèche de droite, oui, ça marche pas? Cette fois, c'est un peu bloc. Donc, dans le prochain slide, je vais vous présenter le système réel. C'est où on a intégré, voilà, on a
parce que j'ai pas encore la décision finale pour le prestataire. Nous, on travaille avec, donc je parle que les mots seulement, j'ai pas le logo, rien du tout. Voilà. Nous, on travaille avec les deux systèmes maintenant, deux prestataires maintenant. C'est le prestataire Trimble, c'est une équipe États-Unis qui est vendeur ici en France, en Europe, par l'entreprise Vantage. Et puis, une prestataire Chouette qui travaille beaucoup sur surveiller l'état de vigne avec les caméras et d'autres cultures aussi. Voilà. Du coup, nous, on a eu un GPS qui donne la précision 1 cm, etc., avec le boîtier qui est intégré sur la cabine, et dans la cabine aussi, une partie console qui est dans la cabine qui présentait le tracteur avec la parcellaire, etc. La boîtier de caméra qui nous permet de stocker jusqu'à 500 gigas par le passage. Et puis, ensuite, voilà. Ça, c'est une petite présentation sur la vigne. Nous, on travaille. Donc, tous les tracteurs qui passent avec localisation propre. Après, avec la modulation de dose, nous, on peut décider telle ou telle zone. Là, c'est la précision. Ça veut dire que nous, on peut traiter homogène sur la parcelle. On peut traiter la locale très proprement, mais avec un petit délai de zutine, etc. Nous, on décidé d'élargir le contour vers le 30 mètres autour. Comme ça, nous on est sûr qu'on peut protéger la vigne. Voilà. Et là, c'est un petit résultat avec l'équipe Suède. Nous, on peut avoir l'état précis avec l'état de vigne, avec chaque point d'ici, ça veut dire que ça a relevé. Et nous, on a eu le problème sur les feuilles, comme les maladies ou d'autres trucs, d'autres types de maladies qui viennent. Et aussi, avec les caméras, on peut mesurer l'indice foliaire, etc. C'est le croissant de vigne. Voilà. Là, c'est une petite image qui vous montre comment on fait des traitements avec le produit phytosanitaire, etc. Par exemple, où on trouve la maladie, on fait le contour et élargir. Et dedans, on va définir avec la dose différente que les autres. Comme ça, nous, on vraiment réduire le produit phytosanitaire sur les vignes au lieu de comparer avec la culture traditionnelle. Chaque fois qu'on dit qu'on traite, on applique la dose unique partout. Donc, ce n'est pas économique. Voilà, c'est une petite présentation sur notre projet, comment on utilise. Avec Smart Farming de plus, nous aide à surveiller quasiment le travail, le stockage ou la prédiction, comment dans la future on stocke le produit ou comment on gère de type travail par jour ou par heure. Parce qu'avec le système GPS, nous, on a tout le suivi pour le travail. Très bien, merci beaucoup. Donc, je veux savoir si quelqu'un qui a des questions, etc., sur un autre sujet. Beaucoup de questions. Non. En fait, vous avez développé une solution pour vous, pour vos besoins. C'est ça. Est-ce que vous savez si d'autres domaines ont des démarches un peu similaires, si vous êtes en relation avec... Oui, j'ai entendu, il y a déjà d'autres entreprises qui démarrent, mais ce n'est pas encore comme nous, parce que nous, c'est avec la dose modélisée. Et l'autre, il a eu le même système, mais ce n'est pas modélisé. Il fait par parcelle. Nous, on est par local dans le parcelle. C'est un peu différent. Ok. Et il y a des gens qui viennent ailleurs observer, essayer de comprendre comment vous avez procédé, qui sont intéressés par cette solution, qu'ils aimeraient déployer. Enfin, est-ce que vous avez des marques d'intérêt pour ce projet? C'est ça. En fait, il nécessite quelqu'un parfois qui vient chez nous pour voir comment on utilisait, par exemple, d'autres prestataires aussi qui nous voient et qui nous proposent d'autres solutions, peut-être s'adaptent mieux. Mais comme je dis tout à l'heure, pour l'instant, nous, on utilise le système GPS des États-Unis. On ne peut pas changer. Ou d'ailleurs, parce qu'il n'est pas synchronisé. C'est comme une boîte noire. Il propose la solution comme ça. Et si on change de cartographie GPS, tout est erreur. Tout est à refaire. Oui, il faut refaire complètement. D'accord.
C'est un risque quand même, hein, du coup. C'est pour ça. Moi, j'ai déjà termes posé d'autonomie. plein de questions. Chaque fois, le prestataire qui vient pour nous proposer des solutions, je posais la question aussi pour savoir est-ce qu'on peut synchroniser ou comment on peut s'adapter entre eux. Et la question, c'est toujours que non, c'est notre propre système. On ne peut pas partager, on ne peut pas synchroniser pour l'instant. Ok. Et dans la future, je ne sais pas. Très bien. Une question là-bas. Bonjour, merci pour la présentation. Une question par rapport aux nouvelles technologies. Quel regard vous portez sur l'utilisation du drone, des satellites en viticulture plus globalement? Oui, en fait, au début, nous, on utilise le système de drone, mais après, on change parce que le drone, on a vu sur le panorama, ça veut dire qu'on l'a vu, c'est vraiment en haut, vers en bas. Et l'état de vigne, c'est pas comme ça, c'est un peu plus complexe. Nous, peut-être, on peut voir les maladies sur les feuilles. On dit qu'on a eu les maladies. Mais dans viticulture, la maladie rare, ça veut dire qui descend sur les grappes. Et comment on peut le voir? Là, c'est différent. Donc, si on intègre le système caméra directement sur les tracteurs où on le veut, et on peut le voir, on veut surveiller 24/24, ou voilà. Désolé le mot, le 24/24, c'est toujours suivant l'autonomie de batterie. Et puis le drone, c'est juste pour nous voir l'état global seulement. C'est pas pour ça. Très bien, merci. Pas de questions. On va passer à notre dernier témoignage, il serait temps, il est déjà 3 heures. La société Abellio qui va clôturer cette session de témoignages régionaux en termes d'innovation. Bonjour à tous. La petite zapette. Ah, oui, impeccable. Sauvé. Il faut attendre qu'elle apparaisse, la présentation. Voilà, c'est bon. Ok. Écoutez, bonjour à tous. Grégoire Dupré de la société Abellio. Je viens vous présenter un petit peu nos activités et aussi dans quelle mesure la région nous a accompagnés dans le développement de notre société. Donc Abellio, c'est une société que j'ai fondée en 2018. À l'époque, j'étais encore étudiant. Bon, la société a bien grandi depuis. On a fait 2 levées de fonds. On a été accompagné par la région, par différentes instances locales, la BPI, des financeurs locaux, notamment l'IRDI. Aujourd'hui, on se positionne à Abellio comme mettant la donnée au service des agriculteurs. L'objectif, c'est d'utiliser différentes sources de données pour porter des conseils auprès des agriculteurs et au travers de distributeurs comme des coopératives, des négoces, etc. On travaille sur donc différentes sources de données, du satellite, de la météo, des drones, des données de sol. Notre objectif, c'est de pouvoir optimiser toutes les étapes de l'itinéraire technique. Donc, j'ai souvent coutume de dire que la production agricole, c'est un peu comme dans les années 20, la production de voitures. On est vraiment étape après étape. Je sème, je fais une fertilisation, je fais un fongicide, je fais un herbicide, etc. jusqu'à la récolte. Donc, c'est vraiment une série d'étapes et on essaye chez Abellio, au travers de l'analyse de la data, d'optimiser la façon dont les agriculteurs vont appréhender chacune de ces étapes de production, comme dans une chaîne industrielle. Donc aujourd'hui, on a 6 outils. Je ne vais pas les détailler, mais on va juste les énumérer très rapidement. Un outil de modulation de la fertilisation qui permet d'appliquer la bonne quantité d'azote au bon endroit de la parcelle en fonction des besoins réels de la plante. Un outil de gestion d'irrigation, irriguer seulement si c'est nécessaire, dans les quantités suffisantes et nécessaires. Un outil de gestion des sols et du semis, où on va utiliser 10 ans de données satellitaires pour savoir un petit peu quelles sont les hétérogénéités de la parcelle. Un outil qui nous permet d'optimiser la gestion des couverts. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, je crois qu'il y a une autre société qui en a parlé auparavant. J'ai oublié la gestion des maladies fongiques, c'est le 5e outil. Et j'en ai un 6e, qu'est-ce que j'ai oublié? La gestion des mauvaises herbes, gros sujet. On a parlé de drones juste avant avec Tariquet. On utilise donc des drones pour détecter, géolocaliser des mauvaises herbes, des adventices, et ne pulvériser que si il y en a. Le bilan, c'est des grosses réductions d'intrants phytosanitaires, d'intrants chimiques, et de l'optimisation du rendement. L'objectif, c'est à la fois d'apporter une plus-value financière à l'agriculteur, parce que c'est comme ça qu'on motive les agriculteurs, mais c'est aussi et surtout un objectif écologique. Donc
amener les agriculteurs à avoir une production durable et résiliente. Bon, j'ai parlé de plein de trucs, j'ai pas suivi les slides parce que je me rappelais plus de ce que j'avais fait. Mais globalement, voilà, on fournit aux agriculteurs une solution qui est clé en main. On essaie d'aborder, comme je l'ai dit, toutes les étapes de l'itinéraire technique et on essaye de travailler sur des interfaces qui sont très claires, très faciles à utiliser, à la fois pour nos distributeurs, parce que c'est eux le maillon essentiel de la chaîne de valeur, mais aussi pour les agriculteurs pour qu'ils puissent bien sûr utiliser nos conseils le plus facilement possible. Comme je l'ai dit, on utilise différentes sources de données. On utilise de l'intelligence artificielle. Bon, c'est le grand mot à la mode, mais nous, ça fait depuis 2018 qu'on en utilise. On en utilise vraiment. C'est pas comme on peut voir dernièrement. Donc des algorithmes de réseau, c'est des réseaux de neurones en grande majorité, que ce soit des ANN, donc des Artificial Neural Network, sur l'analyse de la donnée, on va dire plutôt numérique, et des CNN, donc des Convolutional Neural Network sur le volet analyse de l'image. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Et on délivre les résultats à nos agriculteurs au travers d'une plateforme web, donc très bien quand on est devant son ordinateur, à son bureau, et sur une plateforme mobile, qui là est vraiment plus orientée agriculteur que distributeur. On est dans son tracteur, on a accès à ses résultats, à ses données. Et on peut faire remonter des choses aussi. J'en ai parlé, voilà, vous avez les 6, ça m'aurait servi de pense-bête, j'aurais pas bégayé au moins. Et donc, comme je l'ai si bien expliqué tout à l'heure, la région Occitanie nous a accompagnés depuis le début de l'aventure Abellio. D'abord parce qu'on s'est lancé, on a eu la merveilleuse idée de vraiment lancer l'activité au moment du Covid. On a été accompagnés donc par un passe-rebond à l'époque. En visio, c'est vrai. Bon, avec Anne, ça fait un petit moment qu'on se connaît avec Anne, justement grâce à ça. Donc ça a permis de vraiment lancer l'activité au départ, de pouvoir recruter nos premiers salariés, de pouvoir lancer nos premiers algorithmes, de récupérer nos premiers... 1, 2. Ouais, vous m'entendez toujours? C'est moi qui m'entends plus. Donc de récupérer nos premiers clients, donc très bien, notamment Arteris, en local, la CAPA, qui est maintenant un de nos actionnaires, une autre coopérative. Enfin bref, on a essayé de travailler sur... grâce à ce premier projet remporté, et ensuite on a enchaîné avec des projets avec plus ou moins de succès dans l'arboriculture. Donc on s'est rendu compte que le projet tel qu'on l'imagine au départ, il évolue énormément. Ça nous a permis de dérisquer le projet, d'aujourd'hui pouvoir proposer des choses aux agriculteurs dans ce domaine-là de l'arboriculture qui n'est pas forcément le domaine le mieux pourvu dans l'agriculture de précision. Et aujourd'hui on s'est lancé notamment depuis quelques mois maintenant dans un projet soutenu par la région au travers de l'Union européenne FEDER. Objectif, cette fois-ci, accompagner de manière beaucoup plus large nos nouvelles solutions sur toute la chaîne de valeur agricole, encore une fois du semis jusqu'à la récolte. Je pourrais y rentrer dans le détail si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà, j'essaie de faire vite, Anne, j'ai vu qu'on était un peu en retard. Oui, non, on a pris un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tout à l'heure, vous parlez que... J'entends pas. M'entends? Ah oui. Bizarrement, ça marche mieux là. Ok. Tout à l'heure, vous parlez aussi de modulation. Ouais. Avec la dose, etc. Mais comment vous ferez quoi? Parce que nous, maintenant, quasiment, nous, on dépend le système Trimble parce que c'est eux qui nous fournissent tous les outils, etc. pour le faire. Mais si vous pouvez décider ou vous avez déployé votre propre outils, ça nous intéresse beaucoup. Peut-être dans le futur, nous, on travaille en collaboration, etc. En plus, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup le vin et en particulier le karité. Ah oui, c'est ça. Donc ça peut être très intéressant qu'on travaille oui, ensemble. C'est pour ça que je veux bien savoir comment vous réglez le problème, comment vous jouez dessus. Alors, concrètement, comment on fonctionne en termes de modulation? On fait des mesures par imagerie satellitaire. Généralement, c'est des séries temporelles qu'on va utiliser, donc des données. Bon, pour la vigne, ce sera peut-être un peu différent. Pour les grandes cultures, par exemple, on va du semis. Tout au long du cycle culturel, on va faire un suivi de notre plante pour savoir où on en est en termes de nutrition, en termes de croissance, et essayer de diagnostiquer, d'analyser la parcelle de manière fine. Est-ce qu'on a des zones qui décrochent, et auquel cas on peut aussi guider l'agriculteur dans la compréhension de ces décrochages. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. La grande majorité de ce qu'on fait,
c'est vraiment une mesure de la nutrition azotée. Donc on est en capacité de mesurer le niveau d'azote présent dans le blé et ainsi ensuite de savoir quelle est la quantité d'azote que je dois apporter sur chacune des zones de ma parcelle. En vigne aujourd'hui, bon, je trahis un peu un secret, mais mes développeurs ils m'en voudront pas trop, ils sont pas là. Il y a que Claire, la responsable communication, je vais me faire engueuler après, mais c'est pas grave. En vigne, on est en train de développer un projet qui est plus sur le point d'être déployé à grande échelle, mais qui a déjà été testé l'an dernier et qui sera retesté à plus grande échelle cette année, notamment grâce à la région Occitanie. On a travaillé sur de l'analyse d'images de très haute résolution. On utilise les satellites Pléiades Neo, mais aussi, alors j'ai plus le nom en tête, mais les satellites chinois qui ont la même résolution et les satellites américains Maxar qui ont cette même résolution de l'ordre de 30 cm. Et ça vient nous permettre de faire une analyse de la canopée des vignes, de la surface foliaire et de la taille de la haie foliaire en termes de largeur et de hauteur. Et c'est au travers de cet indice qu'on vient calculer qu'on permet à l'agriculteur ensuite de faire une modulation intraparcellaire de son azote. D'accord. Mais ma question, c'est comment on réalisait? C'est pas qu'on mesure, parce qu'il a plein de... D'accord, donc c'est plutôt sur la partie machinisme. D'accord. La question est plutôt sur le volet machinisme. Oui. Alors, globalement, on est systématiquement, donc dans les exploitations qu'on aborde, on est géolocalisé via un GPS. Je pense que tout à l'heure, ce que vous avez décrit, c'est un GPS RTK centimétrique, oui, qui permet effectivement une résolution. Et ensuite, on va avoir une liaison entre le GPS, l'ordinateur de bord, qu'on appelle aussi console, et le matériel agricole, donc les pendeurs, le pulvérisateur, peu importe ce qu'on utilise. On est en capacité, nous, de produire des cartographies sous le format qui convient par rapport à l'ordinateur de bord, qui rend cette carte donc lisible par cet ordinateur de bord et qui rend l'information ensuite au matériel agricole pour réaliser l'action. D'ouvrir les pendeurs, de le fermer, de moduler l'ouverture pour moduler la dose, ou au pulvérisateur pour faire du on-off ou autre. D'accord. Mais en temps réel aussi. Tout à fait en temps réel. Voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Non, après c'est pas grand-chose. Ouais, parce que moi ça m'intéresse beaucoup en temps réel et c'est précision. Parce qu'il existe plein de systèmes. Après c'est complexe. Alors pour le coup, nous c'est une carte instantanée. Donc la précision, elle va pas dépendre de notre système. Elle va dépendre de la capacité de l'épandeur à moduler. Généralement, on est sur des choses hydrauliques. Si on roule pas trop vite, on n'a pas trop de soucis, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. J'en discutais encore ce matin avec un agriculteur. Il y a deux aspects qui comptent dans la précision de modulation, hormis le fait de faire une analyse instantanée. C'est dans quelle mesure mon matériel est suffisamment précis. Donc c'est-à-dire, est-ce que j'ai un épandeur dont la rotation des disques n'est pas facilement variable et auquel cas mon matériel ne va pas pouvoir moduler au mètre près, parce que c'est très bien d'avoir des cartes au centimètre par drone, mais si notre épandeur n'est pas capable de moduler à ce niveau de précision, ça ne sert à rien. Le deuxième aspect, c'est dans quelle mesure mon GPS est suffisamment précis et mon positionnement. Bon, là vous avez parlé de RTK, donc il n'y a pas de sujet, mais c'est généralement en grande culture ces deux aspects qui rentrent en compte. D'accord, oui, c'est d'accord. Très bien. C'était dense, les échanges. Merci beaucoup, Grégoire, pour avoir honoré le rendez-vous malgré tout l'agenda. Nous avons terminé cette session de témoignage. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est vraiment très sympathique. Et je crois qu'on termine aussi les sessions de conférence sur cet espace. Il me semble qu'il n'y en a plus derrière nous. Donc, je vous laisse profiter du reste du salon de cette dernière journée, de cette dernière après-midi. N'oubliez pas de remettre évidemment vos dispositifs audio dans les deux bacs à la sortie. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le pavillon Occitanie pour échanger avec nous ou échanger entre vous sur des possibles collaborations. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À la prochaine fois.